J'ai vu pas mal de très bons films ce mois-ci et j'ai envie d'en parler. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo où je vais parler des films, séries et même un jeu vidéo que j'ai fait en octobre 2024. J'en ai vu pas mal, j'ai pas pu tout voir et je vais rattraper ce que j'ai pas vu le mois prochain. Au total, j'ai vu 26 films, mais je vais uniquement parler de 13 films et certains rapidement. J'ai vu 3 séries, mais je vais en parler que d'une seule et j'ai fait un jeu vidéo dont je vais parler. La simple et bonne raison est que je vais pas citer les films et les séries que je vais évoquer dans d'autres vidéos prochainement ou que j'ai déjà évoqué en critique à chaud évidemment. C'est un avis rapide sur les films que j'ai vus, on va aller dans l'ordre de visionnage, ça sera évidemment sans spoiler et je compte sur vous pour mettre votre avis dans les commentaires. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de personnes, votre sécurité en ligne, car oui, cette vidéo est sponsorisée par Incogni. Ça doit vous le faire à vous aussi, mais vous devez vraiment recevoir plein de mails que vous ne voulez tout simplement pas. Certaines fois, des mails que vous souhaitez recevoir finissent dans vos spams, ce qui est problématique, et quand vous allez trier vos spams, il y a énormément de mails. Personnellement, j'en reçois au moins 300 par semaine et il y en a plein que je veux pas recevoir et je dois faire le tri. Et parfois, j'ai de la chance lorsqu'ils sont dans mes spams. Mais malheureusement, il y a aussi des trucs importants qui finissent dans mes spams alors qu'ils devraient pas. Mais il y a pire que ça. Parfois, c'est vos données personnelles qui sont volées, que ce soit vos mots de passe, votre identité, vos numéros de carte bancaire et si vous n'avez pas de chance, même votre adresse. J'ai même reçu des mails ou des notifications de codes envoyés pour me connecter sur X ou Y application ou site alors que c'était pas moi. Ça veut juste dire qu'on m'a volé mon mot de passe. Ça m'est arrivé d'avoir des dépenses de carte bleue que je ne connaissais pas, donc j'ai dû faire une réclamation, opposition, j'ai dû voir ça lors de ma comptabilité avec ma banque et tout, c'est pénible. Et j'ai déjà reçu des notifs de ma banque pour accepter des paiements. Ça veut juste dire qu'on m'a volé les chiffres de ma carte bleue. Et j'imagine qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous reçoivent des appels téléphoniques ou de commerciaux ou de robots, pour pas citer les arnaques au téléphone. C'est insupportable et c'est parce que justement vos données ont été ou volées ou partagées sans que vous l'acceptiez. Sans même parler des publicités qui vous connaissent un peu trop bien en ligne et vos données d'utilisation d'internet qui sont rapidement vendues. Et c'est là qu'intervient Incogni. C'est hyper simple à utiliser, vous allez sur le site et vous mettez votre adresse mail, votre adresse et plein d'autres données qui sont habituellement volées. Et Incogni va automatiquement chercher sur internet et tous les endroits et tous les vendeurs de données qui ont ces données et leur demander de supprimer ces données afin qu'ils ne puissent plus les partager à des sites qui pourraient les utiliser de manière néfaste. Et ça se fait en un clic et vous allez même avoir un reçu, un dashboard avec tous les endroits où votre mail, adresse a été partagé, vendu et parfois vous recevez même une confirmation que ça a bel et bien été supprimé de ces fameuses bases de données. Parce que franchement, faire tout ça à la main, ça prendrait des heures, voire des jours ou des semaines. Mais vu le nombre de sites qui ont vos données, c'est impossible à faire, ça prend un temps fou et c'est là qu'Incogni intervient. Il y a des sites dont vous n'avez jamais entendu parler qui ont vos données et c'est trié par sévérité, danger et la description du site en question. Si vous voulez être plus libre sur internet et en plus grande sécurité, utilisez le code REGEL pour avoir le droit à 60% de réduction sur votre abonnement Incogni et foncez sur l'offre. Le premier film que j'ai vu est le film indien All We Imagine Us Light. C'est l'histoire de deux femmes à Mumbai qui travaillent dans le monde hospitalier en tant qu'infirmières et qui recherchent désespérément une forme d'amour. Forcément, elles vivent dans une société très patriarcale dans laquelle elles n'ont quasiment aucun choix, où les choix qu'elles ont sont très limités et c'est difficile d'accéder à une sorte de connexion émotionnelle et on va suivre leur histoire par rapport à leur travail, par rapport à leur vie, par rapport à leur sororité, par rapport aux connexions qu'elles vont bâtir ou pas avec des hommes et ça sera ça. Et c'était aussi l'un des films préférés à Cannes. C'était, si je dis pas de bêtises, le Grand Prix et c'est intéressant parce que vu que les femmes sont infirmières, il y a beaucoup de choses qui seront par rapport à leur oppression biologique, médicale qu'on va mettre en avant. Il y a plein d'histoires qu'elles vont vivre qui seront en lien direct avec le fait d'être une femme d'un point de vue de la santé, de la médecine. Et ce qui est hyper intéressant, c'est le côté très masse en transit. Alors c'est Mumbai, c'est l'une des villes les plus peuplées au monde et on va souvent montrer dans le film ces énormes plans qui donnent cette impression de fourmilière géante où il y a tout le monde qui vit sans réellement avoir d'identité, d'âme et c'est pour ça que nous on va se concentrer sur deux personnes pour les développer et pour nous faire comprendre qu'en fait oui, il y a bel et bien des gens qui font leur vie dans cette énorme, gigantesque mégalopole qui est toujours en mouvement. Et c'est intéressant parce que du coup les personnages vont souvent naviguer à travers certains endroits de l'Inde, mais ça montre surtout à quel point c'est difficile de connecter avec quelqu'un émotionnellement quand tu es dans cette masse dans laquelle tout le monde navigue constamment. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'idées dans le film, surtout la deuxième partie du film qui fait un peu une coupure par rapport à la ville, mais j'avoue que j'ai eu du mal à vraiment connecter avec les personnages, à connecter avec l'ambiance. Je me suis pas mal ennuyé, honnêtement. C'était peut-être pas un film pour moi, j'ai eu du mal à accrocher. Je sais pas si j'étais pas dans le mode optimal pour découvrir
dire ce slice of life, parce qu'en réalité il se passe pas grand chose, hein, c'est juste voilà un moment dans la vie de quelqu'un. Et il y a quelques plans vraiment cool et mémorables, hein, je dis pas, mais j'ai vraiment eu du mal à connecter émotionnellement, j'ai pas ressenti grand chose, mais je pense que ça sera un coup de cœur pour beaucoup de personnes, où plein de personnes vont clairement s'ennuyer. Moi j'étais un peu entre les deux, j'ai pas détesté mon visionnage, j'aurais sûrement pas envie de le revoir un jour dans ma vie, mais c'était un moment mignon, sympathique, mais qui ne m'a pas réellement marqué. Mais je peux encore une fois comprendre que des gens soient totalement fans et adorent l'œuvre parce qu'elle propose quand même quelques moments assez uniques et en théorie touchants, mais sur moi malheureusement ça n'a pas marché. Ensuite j'ai vu l'un des meilleurs films d'horreur de l'année, c'est Late Night with the Devil. Il est disponible en VOD. C'est l'histoire d'un homme présentateur d'émissions télé américaines en mode late night, hein, comme vous connaissez sûrement, mais son émission ne va pas très bien en termes d'audience. Du coup il se dirige vers quelque chose de plus choc, vers le paranormal, et on va suivre du coup une seule soirée, la soirée d'Halloween de l'époque, ces années 70, dans laquelle le présentateur va modérer un exorcisme en direct à la télé, et forcément ça a mal tourné. Première chose qui est clairement bien, c'est que c'est en mode late night, quoi. C'est les codes du late night américain des années 70, ça joue clairement dessus avec la diffusion en direct, avec les pubs, d'ailleurs qui sont faites par IA. Il y a pas mal de séquences en IA qui sont assez dommages parce que c'est genre des citrouilles et des télés mais qui sont hideuses. Voir clairement ça n'a pas été fait par un artiste et ça avait fait polémique à l'époque et c'est complètement con. Des artistes l'auraient fait pour genre 50 balles, enfin bref. Tu vas vraiment vivre ce moment-là comme une sorte de plan séquence entre guillemets parce que ça cette impression-là, t'as l'impression vraiment de vivre 1h30 avec eux parce que le film dure 1h30 et t'as l'impression que c'est en temps réel, ce qui est vraiment pas mal et immersif. Mais ce qui est cool, c'est que forcément il n'y aura pas que l'exorcisme, il y aura d'autres choses qui vont se passer et il y a du mystère autour de ça parce qu'il y a clairement des charlatans, mais il y a clairement un vrai exorcisme aussi qui s'y passe avec une enfant possédée, des choses comme ça. Une enfant qui joue très bien, mais pour moi, ce qui m'a quand même marqué, c'est qu'au final, c'est avant tout une plongée dans les regrets et les remords et le chagrin d'un homme, interprété par David Damastalchian, qui joue très bien et j'ai sûrement assassiné son nom de famille. Et je suis très content de le voir dans un rôle principal parce que le mec est nickel et il est habitué généralement au second rôle. Ce qui est bien, c'est la plongée dans l'ambiance, le délire années 70, le rythme, mais aussi la psychologie du personnage parce qu'en réalité tout tourne autour de lui. Ça va assez loin et je suis content de la direction qu'a pris le film. Il y a un vrai build-up qui est créé par rapport à l'exorcisme, t'as hâte de le voir, de le découvrir et la satisfaction vient vraiment de l'étude du personnage. Il y a pas mal de rebondissements, il y a plein d'idées dans le format du film, dans la mise en scène par rapport à la réalité, la fiction, ce qui est calculé, scénarisé ou pas. C'est un huis clos qui mélange très bien dégoût, fantastique et pour les fans d'horreur et même pour les gens qui aimeraient bien voir un huis clos assez tendu, fantastique, c'est très cool, ça vaut le détour. C'est l'un des meilleurs films d'horreur de l'année. Ensuite, j'ai vu le film The Outrun avec évidemment Saoirse Ronan qui est sorti au cinéma. The Outrun est l'histoire d'une jeune femme alcoolique qui a déménagé à Londres, mais à Londres, forcément, ça se passe très mal à cause de son alcoolisme, à cause de la manière dont ça gâche sa vie, ses relations, son travail. Et pour sa cure de désintox, elle décide de retourner dans sa ville natale, ou même village, j'ai envie de vous dire, dans des îles écossaises. C'est quasiment impossible de faire plus loin de Londres que le point où elle est au Royaume-Uni. C'est un film qui va raconter comment elle arrive à ne pas retomber dans l'alcool, comment elle arrive à trouver un sens à sa vie, de une dans sa solitude, parce que forcément ça se passe mal avec son ex, à cause de l'alcool, ça se passe mal avec sa famille avec laquelle elle a toujours eu des problèmes, tu comprends un peu d'où vient son alcoolisme, tu comprends un peu tous ces problèmes et c'est un film qui est fatalement très apaisant. Alors oui, toutes les séquences où elle sera complètement alcoolique sont très difficiles à regarder par rapport à ce qu'elle vit, par rapport à ce qu'elle commet aussi. C'est assez gênant, mais c'est le but, hein, et c'est assez dramatique à voir, mais fatalement, ce moment en Écosse de solitude, de retrouvailles avec elle-même, de lutte contre les démons de son passé, sa famille, est vraiment bien foutu, et divertissant, et apaisant dans le sens où c'est pas un feel-good movie non plus, mais c'est un très bon film pour ressortir un peu relaxé de ta séance, en disant que voilà, même cette femme-là qui a vécu des choses horribles, elle peut y trouver une sorte de réconfort en reconnectant avec elle, la nature, et en faisant ce travail introspectif. Il y a des rebondissements et des choses comme ça, je vous laisserai voir le film pour ça, mais c'est un film plutôt bien shooté, surtout en Écosse avec ses magnifiques paysages. C'est un film sur l'addiction qui mélange bien justement le drame de l'addiction avec les plans à l'extérieur, en musique, et quelques passages même mythologiques qui sont vraiment très cool pour le coup, qui parlent justement du passé de cette île. C'est un beau rite initiatique d'une personne désespérée qui essaie de changer sa vie. Et en plus, c'est en narration décousue, ce qui rend le film encore plus dramatique, donc franchement, ça vaut le détour. Je vais rapidement parler de Smile que j'ai vu pour préparer la critique du deuxième, et Smile, bah je trouve ça nul, hein. Je suis désolé, le premier, j'ai trouvé ça inintéressant, long, chiant. Les seuls trucs intéressants, c'est bon, évidemment, l'allégorie par rapport à la folie, par rapport à ce que vit cette femme, et le monstre qui apparaît à un moment, mais sinon, pour moi, il n'y a aucun intérêt. Je comprends pas pourquoi le film est devenu, entre guillemets, un peu culte pour beaucoup de personnes. Encore, le deuxième, je peux comprendre un petit peu. Il y a des trucs qui sont pas mal, que j'ai évoqué dans ma critique, mais alors le premier, mis à part le délire mythologique et un peu enquête, j'ai trouvé ça assez nul. La descente aux enfers est nulle, c'est pas forcément très original. Ça fait un peu amateur dans la mise en scène, dans l'acting. Alors, je comprends que c'était pas un film à très gros budget, et c'est une adaptation à la base d'un court-métrage, mais
la chose la plus mémorable concernant ce film, c'est évidemment sa campagne marketing. Et c'est tout ce qu'on peut faire de plus nul, d'après moi, en termes de cinéma populaire américain d'horreur. Donc pour moi, c'est quasiment impossible à conseiller. Je vais aller très vite aussi sur celui-ci, mais j'ai vu Brothers sur Prime Video. La seule raison pour laquelle je voulais voir ce film, c'est que c'est réalisé par le mec qui a fait Palm Springs, que moi j'avais beaucoup aimé. Et si vous voulez voir Josh Brolin branler un orang-outan, ok, pourquoi pas, allez-y, vous allez kiffer. Mais si vous voulez pas voir ça, quel intérêt, je ne sais pas. Je me suis dit, ok, 1h30, une comédie d'action un peu rigolote, pourquoi pas, ça peut le faire. Il y a peut-être une vibe année 2000, j'en sais rien. Allons-y. Et pas du tout. Malheureusement, j'ai trouvé ça assez mauvais de tous les points de vue. C'est pas drôle, pas du tout original, c'est déjà vu 1000 fois et ça tente pas grand-chose. Même l'alchimie entre Josh Brolin et Peter Dinklage qui donne un peu une vibe jumeau, je sais plus comment ça s'appelle en français, twins ou je sais pas quoi, c'est complètement raté. Je veux dire, ça n'a rien d'intéressant. Les deux sont nuls, ils ont zéro alchimie, pourtant ils sont censés être frères et tout. Enfin bref, c'est raté quoi, alors que c'est censé être le cœur du film. C'est bien si vous voulez voir Brendan Fraser surjouer comme pas possible, à la limite, mais c'est tout. Ressenti 2h15 avec des intrigues inutiles, longues qui vont dans tous les sens et sans aucun fun. Ça aurait pu être une comédie grasse, un peu drôle, ouais, mais c'est juste un téléfilm avec un casting très mal utilisé et honnêtement, personne ne va s'en rappeler. Par contre, après, je suis allé voir un bon film français, il y en a deux dans cette liste d'ailleurs. Je suis allé voir le film Miséricorde d'Alain Guiraudy et c'est le premier film d'ailleurs que j'ai vu d'Alain Guiraudy. C'est l'histoire d'un homme dans le sud-ouest de la France qui décide de revenir dans un village dans lequel il a grandi afin d'assister aux funérailles d'un homme qu'il connaissait, mais il décide aussi de rester. La mère de la famille du défunt décide de l'inviter à rester pour qu'il reconnecte un peu aussi avec la nature, avec son passé, sa famille, ses amis, ces choses comme ça quoi. Ça dure 1h30 et honnêtement, j'ai pleuré de rire. C'est l'un des films les plus drôles que j'ai vu cette année avec Anora par exemple. Ce qui est vraiment bien, c'est que ça alterne assez parfaitement entre la comédie de une, le drame familial, le côté un peu thriller de ce petit village et les crimes qui s'y passent, et le poids que ça a sur ce village-là et à quel point le mec qui vient ici va changer un peu leur vie. Donc il y a un côté clairement un peu talentueux Monsieur Ripley, mélangé un peu à Gone Girl, je vais pas rentrer trop dans les détails, en mode comédie. Du coup ça va alterner entre des mensonges, des crimes, de l'homosexualité parce que tout le monde veut scan dans ce film, mais c'est une pression à laquelle ils n'ont pas envie de succomber. Mais pourtant il y a un côté très très gay au film alors que tout le monde se proclame hétéro, ce qui est très drôle. Et il y a beaucoup de pastis et d'alcool, du coup il y a cette vibe un peu petit village français, un peu détraqué, mais à la fois charmant, mais pas sain du tout. Il y a tout un bon aspect à la foi, à la religion qui est très drôle. C'est hyper bien joué parce qu'ils ont tous, les acteurs, un timing comique excellent. Honnêtement, c'est généreux, vous allez être servi, ça passe très très vite et c'est hyper bien géré quoi, de tous les points de vue. La manière dont les plans sont composés pour montrer l'aspect comique, créer un peu de stress, il y a une enquête policière qui est vraiment bien gérée, il y a un côté parano dans le film, ça va dans tous les sens, mais maîtrisé, bien géré, c'était vraiment excellent. Chaque dialogue regorge d'une idée à laquelle tu t'attends pas forcément, il y a plein de fusils de Tchekhov qui reviennent de manière tellement satisfaisante, et tu ne sais jamais dans quelle direction va aller le film. C'est des montagnes russes qui s'arrêtent jamais. Et étonnamment, c'est surprenant, la fin qui est abrupte et géniale, c'est le meilleur film français de l'année potentiellement, et c'est pas une blague. Si vous l'avez pas vu, franchement je vous le conseille, vous allez vivre pas mal d'émotions. Ensuite, on va aller voir nos voisins francophones, côté Canada et Québec plus précisément, avec Chambre Rouge que j'ai enfin rattrapé, c'est disponible sur Canal ça pour le coup. Chambre Rouge, c'est l'histoire d'un procès d'un criminel qui avait des red rooms, c'est des chambres virtuelles en ligne dans lesquelles des gens torturent d'autres personnes en échange d'argent, c'est sur le dark web évidemment, et on va assister au procès de cet homme-là, mais c'est pas vraiment un film de procès, c'est surtout un film sur une femme qui va être obsédée par ce procès-là, et c'est dur d'en parler sans trop en révéler, mais c'est ni un film sur les red rooms, ni un film sur le procès, c'est un film sur l'impact qu'a un procès sur plein de personnes différentes. Il y aura une groupie par exemple qui pensera que le mec est 100% innocent quoi qu'il arrive, et il y aura notre personnage principal qui est étonnamment complexe, aux motivations très perturbantes. C'est dur d'en parler parce que plus tu avances dans le film, plus tu as envie que le personnage principal arrête de faire ce qu'elle fait, mais à la fois ce qu'elle fait est d'un certain point de vue entre la noblesse et la curiosité morbide et illégale d'ailleurs, donc c'est très fascinant de suivre ce personnage-là, c'est très fascinant de voir comment elle va vivre des choses qui sont presque autodestructrices, mais à la fois sont fatalement ce que d'autres personnes devraient faire, et c'est ça la force du film, c'est sa complexité de une thématique. Ça pose plein de questions sur comment la population vit ce genre de procès, à quel point c'est instrumentalisé, à quel point c'est mis en avant, c'est médiatisé, et les choses qu'il faut faire parfois pour d'autres choses. J'ai pas envie de trop en dire. C'est pas un film d'horreur pour le coup, mais c'est vraiment un thriller angoissant, stressant, qui est dur à regarder parce que t'as pas envie de voir certaines choses, mais à la fois t'as envie de voir en même temps une sorte de forme de justice s'imposer sur le potentiel criminel parce que tu sais pas s'il est coupable. En plus, il y a ces longs plans qui te permettent de regarder les réactions des personnages avec des longs plans fixes et plein de plans séquences qui te mettent dans une ambiance qui est généralement pas très agréable. Les acteurs sont tous excellents pour le coup. C'est très difficile
de ressortir du film avec un seul sentiment. Il y aura plein d'émotions contraires qui sont évidentes, mais ça reste l'un des films les plus mémorables que j'ai vu cette année, l'un des plus divertissants, et vous allez avoir envie de décortiquer un peu le film après. Franchement, c'était très bien. Juste pour l'étude du personnage et les émotions que vous allez vivre, ça vaut le coup. Sinon, je suis allé voir le film Lee Miller, qui était malheureusement clairement plus décevant. Lee Miller, ça raconte donc l'histoire de la photographe mondialement connue qui a pris des photos de la Seconde Guerre mondiale de choses atroces, et ça va parler de comment elle s'est intéressée de une à la photographie, qu'est-ce qui l'a poussé à aller photographier des crimes de guerre et évidemment un génocide. Mais honnêtement, je vais vous dire un truc, j'ai trouvé que c'était l'un des films les plus inintéressants que j'ai vu depuis très longtemps. C'est très académique, c'est clairement le film un peu à Oscar, qui est très propre, soigné, il n'y a pas de plan moche, il n'y a pas non plus d'idées, c'est juste bien filmé, bien composé, et rien à dire, c'est très efficace. Ça fait le taf d'un point de vue de la mise en scène, d'un point de vue technique, les acteurs jouent tous très bien, c'est très cool. Il n'y aura aucune nomination aux Oscars, hein, c'est évident, parce qu'ils sont un peu timides, mais ils jouent bien, tu vois, ils font le taf de tous les points de vue. Et c'est ça un peu le souci, c'est que ce film fait le taf de tous les points de vue, mais durant tout le film, je me posais la question, pourquoi est-ce que je regarde ce film-là et pas un documentaire, qui serait sûrement plus intéressant d'un point de vue de mise en scène, mieux filmé. Vu que c'est un film un peu Wikipédia qui te met face aux histoires du personnage principal, enchaîné scène après scène, parfois même de manière décousue et sans intérêt, c'est vraiment en mode, ok, elle était là, puis là, puis là, puis là, ok, elle avait un mari qui a fait la guerre, puis etc., etc. Tu vois, ça enchaîne un truc Wikipédia comme ça, sans jamais plonger dans la psychologie du personnage, sans jamais t'intéresser à pourquoi elle fait ça, à remettre en question le travail qu'elle fait. C'est quand même moralement intéressant à critiquer, pas forcément de manière négative, mais à s'y intéresser. Quel est le prix de prendre la bonne photo? Quel est le prix d'aller de manière très morbide aussi prendre en photo des choses atroces? Alors qu'en réalité, il n'y avait peut-être pas besoin. Donc c'est quoi le prix que toi tu sacrifies pour la bonne photo, pour informer le monde, pour un devoir journalistique? Et ça parle pas de ça. Ça fait vraiment best-of de la vie de la photographe. Alors oui, il y a un peu de tentative à la fin de faire quelque chose par rapport à un personnage, mais c'est vraiment pas intéressant. Déjà vu 20 fois, c'est un peu dommage. C'est entre l'hommage et le choc sans réussir, mais c'est pas mauvais, c'est ça le problème. C'est juste basique, banal et oubliable. Ce qui est dommage pour ces histoires et cette femme. J'ai bien senti les 2 heures passées, hein, croyez-moi. Il y avait 1000 histoires à raconter, aussi ce personnage d'Andy Samberg qui est là, qui est juif et c'est jamais vraiment utilisé. La relation entre les deux qui est pas non plus vraiment bien utilisée, c'est trop dommage. Ils ont rien tenté. Et t'as un film juste trop basique. Ensuite, j'ai envie de parler du film Netflix que j'ai vu et dont je voulais en faire une critique à la base parce que la bande-annonce m'avait plu. C'est le film Don't Move. C'est aussi produit par Sam Raimi et du coup, ça m'avait pas mal chauffé. C'est l'histoire d'une jeune femme qui décide de faire une balade en forêt et c'est là qu'elle va tomber sur un homme qui va l'empoisonner avec une sorte d'anesthésiant qui lui donne 20 minutes avant de la paralyser. Du coup, un compte à rebours commence et au fur et à mesure de ce compte à rebours, elle va perdre un peu ses capacités motrices jusqu'au moment où elle sera paralysée au bout de ces 20 minutes. Et tu dis, ok, le concept du film c'est ça, la bande-annonce c'était ça sera teasé dans le film, ils vont jouer sur ça. C'est la première demi-heure du film. Après, le film prend une direction, je dirais pas complètement différente, mais en gros, oui, le délire de la paralysie, des 20 minutes, c'est le début du film, la première moitié, voire moins. Heureusement que le film dure 1h30. Hein. Et ensuite, bah, le personnage principal, il se passe des choses. J'ai pas envie de trop en révéler. C'est tellement du gâchis, je trouve, vu le concept. Le concept était top, l'idée était géniale, un high concept d'horreur nickel, jamais utilisé. Je vous jure, il n'est pas du tout utilisé, c'est hyper décevant. Au moins, il développe un peu la psychologie des personnages, du tueur, de la femme, de ce qu'elle a vécu. Il y a un côté par rapport à la dépression, au chagrin, au deuil qui est pas mal, mais globalement, c'est aussi ultra basique. Il y a un côté téléfilm assez évident, c'est vrai. Mais le souci, c'est que pour un film comme ça, j'ai ressenti aucun stress, aucune tension, alors que tout le film aurait dû reposer sur le stress et la tension. Et c'est la même chose au fait. Il n'y a rien de mauvais en soi, c'est juste que les idées sont pas intéressantes, sont un peu trop simples, et le film qui aurait pu aller dans une direction intéressante, fascinante, ne le fait pas réellement. Il y a quelques plans macro qui sont pas mal sur des plantes, des feuilles, surtout à l'échelle du personnage qui est parfois, j'ai envie de dire, souvent allongé pour se cacher. Sur le ciel aussi par exemple, mais c'est très simple. Et c'est dommage parce que le concept partait bien, et plus t'avances dans le film, plus tu te dis que ça n'a aucun intérêt, que c'est chiant, que c'est du déjà vu, et que ça fait un peu cheap à certains moments. Et c'est un peu dommage. Je pense pas que vous allez forcément détester, mais je pense pas non plus que vous allez aimer, et je pense que vous allez carrément l'oublier. Assez rapidement d'ailleurs. Ensuite, je suis allé voir un film dont beaucoup de personnes parlent au final, c'est l'histoire de Suleiman. L'histoire de Suleiman est l'histoire donc de Suleiman, un jeune immigré qui a traversé la Méditerranée afin d'arriver en France et de vivre une meilleure vie, mais d'autres choses aussi en termes de motivation. J'ai pas envie de vous révéler ce qui se passe ici. Ça va beaucoup remettre en question d'ailleurs l'idée même d'immigrer et pourquoi est-ce que des gens immigrent de leur lieu de naissance, surtout en Afrique, afin d'arriver en France. Et ça va beaucoup remettre en question cela et poser des questions sur non pas la légitimité d'immigrer, mais surtout l'intérêt même et la psychologie qui vient derrière l'acte de l'immigration, qui est quand même très intéressant et bien traité. Mais pour survivre, il
doit travailler en tant que chauffeur, Uber, Deliveroo, ce genre de choses afin de livrer de la nourriture. Mais forcément, il n'a pas le droit de travailler, du coup, il a pris le compte de quelqu'un d'autre et il y aura tout un problème de stress qui va être créé par rapport à ça. Et surtout, ça va être une critique, évidemment, de la manière dont les immigrés ne peuvent rien faire en France. Même s'ils veulent travailler, ils ne pourront pas. Et des gens qui profitent de la détresse des immigrés pour se faire de l'argent. Et en même temps, du système, des applications genre Uber Eats, Deliveroo, qui oppressent, qui sont un capitalisme extrêmement injuste, méchant. Tu ne peux rien faire contre. Je veux dire, tu peux aller au prud'homme contre eux. Si ton compte est bloqué, par exemple, ton compte est bloqué et puis basta, c'est fini. Ça peut mal tourner juste avec une mauvaise commande et des trucs comme ça. Donc c'est un film qui est intéressant parce que ça va critiquer plein de choses différentes. Ça va mettre en question l'immigration, ça va mettre en question le système ubérisé de la société de une, les gens qui profitent de l'immigration, à quel point ces gens font quoi qu'il arrive pour rester en France parce que leur vie est meilleure ici. D'ailleurs, l'acteur principal, c'est un peu l'histoire de sa vie. C'est presque un biopic, t'as l'impression. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le mélange entre justement le thriller d'action presque hyper angoissant. Je veux dire, toutes les séquences en vélo, t'as l'impression que c'est filmé de manière illégale et que c'est un mec qui fait vraiment ce travail-là, qui risque de se faire basculer par une voiture à n'importe quel moment. Il y a un vrai stress par rapport au bus. T'as l'impression que c'est un film qui est fait en mode rebelle, quoi, qui raconte de manière voyeuriste la vie, tel un documentaire. Et c'est hyper bien fait de ce point de vue-là. Pour les thématiques traitées, pour le jeu d'acteur qui est super, pour l'émotion qui en dégage. Et c'est pas en mode tire-larme, oh les pauvres immigrés ou des choses comme ça. Ça va vraiment remettre en question l'idée de l'immigration et c'est ça qui est intéressant aussi. Normalement, si vous ressortez de ce film et vous votez RN, vous avez rien compris au film, mais le film montre une vraie humanité et en même temps montre à quel point ces gens sont traités. Et après, vous n'avez plus jamais envie de commander Uber de votre vie. Alors personnellement, j'ai de la chance, moi j'habite dans le centre de Lille. Du coup, si j'ai envie d'un truc, je peux juste me déplacer. Mais j'imagine que ceux qui commandent souvent, ça doit remettre en question vos commandes. Parce que franchement, après ce film-là, t'as plus jamais envie d'utiliser ces plateformes. Il y a plein d'idées entre le drame, le thriller et certains passages quand même assez complexes humainement parce que tu comprends vraiment tous les personnages. Une fin qui va clairement laisser un silence dans la salle et le côté course contre la montre où chaque seconde compte est juste génial. Et j'aime beaucoup la manière dont le personnage principal doute vraiment de ce qu'il fait ici. Abou Sangaré a fait un super travail, très bon acting, top mise en scène, c'est aussi l'un des meilleurs films français de l'année et l'un des meilleurs films de l'année tout court en fait. Ensuite, j'ai rattrapé un film que je pensais vraiment adorer mais malheureusement c'était pas vraiment le cas, c'est le film I Saw the TV Glow qui est aussi disponible en VOD. C'est l'histoire d'un jeune homme, je dirais, qui essaie de se trouver, ou en tout cas de trouver son identité de genre, via un rite initiatique qui mélange différentes rencontres avec plein de personnages, mais aussi une sorte d'émission de télé. Et pour ceux qui se posent la question, non, ce n'est pas un film d'horreur. C'est un film presque expérimental, un peu psychédélique et presque métaphysique sur l'identité de genre. C'est un film plus métaphorique qu'autre chose. Il y a plein de choses qui sont à prendre évidemment du point de vue de l'allégorie et non pas de la réalité qui est montrée, mais ça dégage une sorte d'angoisse existentielle qui est pas mal, de recherche de soi complètement perdu. Mais c'est vrai que moi, en tant que personne, homme, hétéro, cis, je me suis pas vraiment reconnu dans les problèmes et j'ai eu même du mal à cerner le problème, entre guillemets. J'ai compris l'angoisse, j'ai compris que c'était une quête d'identité de genre, mais je pense que j'étais moins affecté par le film parce que ça me concerne pas et que j'ai du mal à comprendre ces problèmes-là et je trouve que le film a pas fait un assez bon travail personnellement, je dis pas que c'est un mauvais film, c'est un bon film, mais pour me faire comprendre le désespoir du personnage. C'est évidemment pas très subtil, c'est ça aussi le problème, mais au moins c'est assez divertissant dans sa proposition visuelle, qui met souvent mal à l'aise en alternant parfois avec des moments de réconfort. J'aime bien le côté rage incompréhensible du personnage principal, il sait pas pourquoi il est comme ça, et l'œuvre est fatalement assez unique, je trouve, dans son traitement. Peut-être c'est un film avec lequel la communauté queer va beaucoup plus s'identifier, apprécier. Moi je l'ai vu, j'ai bien aimé la proposition, la mise en scène, mais ça m'a pas appris plus sur ses problèmes, j'ai pas mieux compris la psychologie des gens qui vivent ça, même si encore une fois je comprends la rage et l'angoisse, mais j'ai trouvé ça assez simple en tant que film, même si les thématiques sont intéressantes. Je pense que pour beaucoup de personnes, ça va passer ou casser de manière assez brutale. Ensuite, j'ai vu l'un des films les plus boycottés aux États-Unis, c'est Juré numéro 2. En théorie, le dernier film de Clint Eastwood, parce que le mec a quand même 94 ans. Juré numéro 2, c'est l'histoire d'un homme qui est invité à participer à un jury, donc d'un procès, et il se rend compte qu'en fait, la personne en question qui est jugée est innocente, car c'est lui le coupable. Au départ, il ne pensait pas qu'il était coupable, mais c'est suite à un accident de voiture où il pensait avoir fait du mal à une biche ou un truc comme ça alors qu'il a tué une femme. Et du coup, c'est un combat entre la moralité, le bon acte citoyen, l'équilibre de la justice et juste la bonne chose à faire, tout simplement. Et c'est très facile de s'identifier à ce personnage-là parce que c'est très simple de te mettre dans la même position. Imagine, toi, t'avais tué quelqu'un et t'as face à toi quelqu'un qui tu sais est innocent. Tu fais quoi? Est-ce que tu essaies de la jouer en mode 12 hommes en colère, ce qui est quand même une référence au film et c'est un hommage au cinéma de Sidney Lumet aussi? Est-ce
Est-ce que tu la joues en mode 12 hommes en colère et t'essaies de convaincre le jury que cette personne est innocente? Ou est-ce que tu fais l'inverse et t'essaies de sauver ta peau et tu la joues en mode le mec est coupable pour toi être innocenté alors qu'en vrai il n'y a pas d'enquête sur toi? Donc c'est un film qui parle de ça. Alors c'est vrai que c'est assez académique dans la mise en scène. Il y a quelques plans intéressants surtout par rapport aux lignes, vu qu'il y a un personnage qui a peur d'aller en prison parce qu'en plus il y a une famille, une femme et tout, et c'est un peu les passages que j'ai trouvé trop mélo et un peu trop tire-larme et pas très intéressant. Mais tout ce qui concerne la justice, les plans sur lui derrière, je sais pas, une vitre par exemple, il y aura des lignes et tu auras une impression que ça fait de la prison, et ça va souvent jouer sur ça par rapport aux ombres. Il y aura plein d'imageries de prison justement, évidemment de culpabilité, de regret, mais c'est ça qui est intéressant. C'est un film, je dirais pas testamentaire, hein, parce que tu as l'impression que c'est pas le film qui résume la carrière de Clint Eastwood, mais c'est un film sur la morale, sur les États-Unis, mais la justice américaine. Il y aura plein de plans évidemment pas subtils, mais c'est efficace, tu vois, sur la justice, sur l'équilibre de la moralité, l'importance des faits, à quel point le système en soi, il fait qu'il y aura beaucoup plus de coupables qu'il y en a réellement, ou pas justement, parce que peut-être les membres du jury qui décident sont pas intéressés d'être là et sont juste là parce qu'ils sont obligés, c'est la loi. Hein. Ça parle d'un système cassé qui broie tout le monde, que ce soit le coupable, le suspect, le juré, l'innocent, le juge, bref, ça parle d'un système qui est cassé. Et c'est à l'éthique des citoyens pour essayer de le réparer. J'aime beaucoup les motivations des différents personnages qui sont tous plutôt bien développés, tu les comprends, tu sais d'où ils viennent et pourquoi ils font ces choix-là, et tu comprends qu'en fait c'est juste la faute du système et des biais que peuvent avoir certaines personnes par rapport au système et par rapport aux gens. Et écoutez, même si c'est pas le plus grand film de la Terre, j'ai trouvé ça très bien. C'est forcément divertissant, ça met en avant plein de thématiques sérieuses, importante, avec une étude de personnage vraiment bien foutue. Je regrette juste l'académisme du truc, c'est pas les plus beaux plans, même s'il y a quelques idées, c'est assez basique, mais en termes de ce que ça raconte, en termes d'acting, génial, hein, tout le monde. La fin qui est vraiment attendue, et j'ai envie de vous dire prévisible, mais vraiment bien et efficace. Bref, Juré numéro 2, ça vaut le détour, c'est très divertissant, vous n'allez pas être déçus. Le dernier film dont j'ai envie de parler dans cette vidéo, c'est un film que j'ai rattrapé aussi, c'est le film The Dead Don't Hurt, ou je crois Jusqu'au bout du monde. En français, c'est le nouveau film de Viggo Mortensen que j'adore. Moi, c'est mon acteur préféré, mais j'aime bien sa carrière de metteur en scène aussi. Son film Falling, je crois ça s'appelle, était pas mal. C'était sympathique sans être exceptionnel. The Dead Don't Hurt est l'histoire d'un western d'amour, une romance entre deux personnes qui se rencontrent avec évidemment leur passé, leur bagage émotionnel, mais aussi leur envie de fonder un avenir. Et la bande-annonce l'avait un petit peu montré comme une sorte de rape and revenge, ce qui n'est pas vraiment le cas. C'est pas un film de vengeance, c'est pas non plus, j'ai envie de vous dire, un western entre guillemets. C'est avant tout une histoire d'amour à travers plusieurs années, qui mélange évidemment la place de la femme à l'époque, la manière dont elle est traitée, la manière dont elle a envie de vivre, l'homme qui lui aussi est un immigré, les deux sont des immigrés, qui se sent interpellé par son devoir citoyen à l'époque où tu te bats contre l'esclavage, il y a plein de gens qui sont pour l'esclavage. Donc c'est un film d'amour avant tout, avec quelques séquences évidemment difficiles à regarder. C'est un film très contemplatif, il se passe pas grand chose dans le film, c'est un film justement avec une vibe très relaxante, même s'il y a des séquences difficiles, et c'est un énorme slow burn pour arriver évidemment à une fin de conclusion qui conclut tous les arcs, évidemment. Et c'est assez particulier parce que Viggo Mortensen, il réalise, il joue dedans, il a écrit le film, il produit et il fait même la musique du film. Donc le mec a donné sa vie pour le film. Et j'aime bien l'approche où ça prend le point de vue féminin durant la grande majorité du film. Mais je pense honnêtement qu'il y avait beaucoup trop d'intrigues, avec certaines qui sont moins intéressantes que d'autres, et même si tout se lit bien à la fin, et que c'est un film qui est moralement très intéressant aussi, c'est efficace si vous aimez les longues histoires paisibles et dramatiques à la fois. Donc c'est pareil, c'est académique, mais il y a quand même quelques idées. C'est visuellement magnifique hein, pour le coup, contrairement à d'autres films. C'est largement meilleur que Horizon, d'après moi. Bah, en même temps, Horizon, c'est pas un vrai film. C'est genre la partie 1 d'un long film de 12 heures. Mais en réalité, et je dis ça de manière très gentille, c'est parfait pour s'endormir. Moi, je l'ai vu à la maison. Après, je me suis dit, ok, je vais m'endormir, ça va être génial. Et ouais, c'est vrai, je veux dire, même le générique, il est hyper relaxant. C'est paisible. À la fois, t'as envie d'explorer cette époque. Mais fatalement, ça donne un peu moins envie de tomber amoureux, ce qui est dommage pour une romance. C'est un bon, lent moment doux. Vous allez pas forcément vous en rappeler, mais c'était sympathique. Maintenant, on va faire une petite pause jeu vidéo avec le fait que j'ai enfin fait le jeu Until Dawn. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, j'ai la rediff de toute ma game sur la chaîne secondaire. Until Dawn, je l'ai fait en live pour ceux qui étaient là, donc ça m'a pris à peu près 8 heures. Et c'est un jeu que je devais faire depuis longtemps parce que le film sort bientôt en avril et je voulais être prêt. Et pour ceux qui savent pas, c'est le genre de film entre guillemets interactif où la majorité du jeu c'est des QTE et un petit peu d'exploration et c'est censé être un jeu d'horreur, hommage à plein de films d'horreur différents. Et à la base, vu que je pensais que le jeu était juste un hommage d'autres films et que ça n'ajoutait rien de plus, j'avais peur pour le film. Mais là, en ayant joué au jeu, bah
fait, ça raconte sa propre histoire. Ça s'inspire de la mythologie américaine, certes, mais ça raconte sa propre histoire, son propre lore, sa propre mythologie qu'il arrive à bâtir, et je comprends dans quelle direction va aller le film. Ça va explorer cette mythologie. Du coup, il y a deux choses. Il y a un côté un peu slasher whodunit à l'œuvre, et un côté plus fantastique au jeu. Et c'est vrai qu'en termes d'ambiance, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, sans être exceptionnel. Le début est très long. Franchement, les 3 premières heures du jeu, moi je voulais arrêter, hein. Heureusement que j'étais en live, parce que sinon je pense que j'aurais arrêté. Mais les 3 premières heures du jeu, j'ai trouvé ça affreusement long, je vais pas vous mentir. C'était tout ce qui m'intéresse pas dans les jeux comme ça de films interactifs. Genre tu joues à peine, beaucoup de cinématiques, et il se passe rien d'intéressant. Mais lorsque le jeu commence réellement, lorsque les personnages principaux commencent à être en danger, parce que c'est ça aussi. Les personnages principaux, faut essayer de les faire survivre jusqu'à la fin. J'en ai juste perdu une assez bêtement d'ailleurs. Pour ceux qui ont vu le live, vous savez à quel point j'étais bête sur ce choix. Mais ça qui est cool, c'est que tu dois faire des choix dans le feu de l'action, dans l'instant, et parfois tu fais les mauvais choix. Donc lorsque le jeu se démarre, t'as envie de binge-watcher entre guillemets le jeu, t'as envie de le binge-gamer si vous voulez. Ça se finit en 8 heures, hein, donc le premier tiers est assez difficile, mais après ça s'enchaîne bien. Il y a pas mal de jumpscares assez efficaces. Il y a pas mal d'idées entre les hommages, le fantastique, le whodunit, le réel. Il y a plein de trucs cool, bien fait. Et ce qui est cool, c'est le mélange entre ce fameux stress, la mythologie que t'as envie d'explorer un petit peu, t'as envie de connaître un peu le lore, le côté un peu exploration, t'as plein d'items à ramasser. Les personnages deviennent de plus en plus attachants au fur et à mesure. Au début, tu les détestes tous, tu commences à les apprécier, ça qui est bien aussi. C'est plutôt bien joué, c'est plutôt bien fait. J'ai fait le remake, hein, je précise. C'est un bel hommage au cinéma d'horreur, tout en racontant sa propre histoire de jeu vidéo. Ça m'a pas vraiment donné envie de jouer aux autres jeux interactifs du studio parce qu'apparemment Until Dawn est le meilleur et j'ai pas trouvé ça excellent. Genre moi j'ai donné la note de 7 sur 10, c'est très bien, hein. Et il y avait quelques problèmes, surtout avec la caméra, il y avait pas mal de bugs, il y avait pas mal de soucis, mais c'est efficace. Et franchement à la fin t'es content de l'avoir fait. Est-ce que ça m'a donné envie de le refaire un jour? Pas du tout. J'ai juste regardé en ligne les différents choix. Il y a quelques différences mais rien de spectaculaire. Je pense qu'à le faire une fois, si vous aimez ce genre de jeu, c'est cool. Si vous aimez les films d'horreur, c'est cool. C'est pas très exigeant non plus. Et il y a quelques moments un peu flippants quand même. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc ouais, c'était bien. Mais c'est pas forcément un jeu à faire dans sa vie. Et pour finir avec une série, j'ai envie de parler de Agatha All Along. À la base, je voulais en faire une critique. La semaine était un peu compliquée pour trouver le temps de faire la critique et les autres critiques qui avaient une priorité. Et en plus, le projet m'intéressait pas de base. Mais je l'ai regardé quand même. Évidemment, j'ai fait mon travail. J'ai regardé. Et je dois vous admettre que j'ai pas détesté. Agatha All Along, ça raconte l'histoire donc de Agatha Harkness et la manière dont elle essaie de retrouver un peu son passé, ses pouvoirs de sorcière, et ça devient une sorte d'aventure. Aussi hommage à plein de films d'horreur, hein. C'est un peu le même concept que WandaVision. C'est pas hommage à la sitcom, mais cette fois-ci hommage aux classiques d'horreur, surtout des classiques avec des sorcières, principalement Le Magicien d'Oz. Et honnêtement, c'est pas la pire série Marvel parce qu'en vrai, elle tente pas mal de trucs, il y a pas mal d'idées, que ce soit visuelles, de narration, ça va dans plein de directions différentes. Tu sais pas comment va finir la série. Il y a 9 épisodes qui se regardent assez bien. Bon, les épisodes vont entre 25 minutes et 50 minutes, c'est toujours comme ça chez Marvel et Disney. Donc au moins la série te tient un petit peu en haleine en termes de narration. Tu sais pas comment ça va finir. C'est plutôt bien joué, c'est mis en scène de manière efficace, ça instaure une ambiance plutôt cool. Il y a quelques choix que je trouve un peu discutables à certains moments, comme des choix musicaux. Et je trouve que c'est un petit peu long tout de même, genre 9 épisodes, c'était pas forcément nécessaire. Mais ça joue la case hommage classique. Ça c'est pas mal, tout en faisant évidemment ses propres règles et en inventant sa propre mythologie. Il y a des vrais partis pris narratifs, mais moi le vrai souci que j'ai avec cette série, c'est qu'elle est bien, franchement elle fait le taf, hein, elle est efficace, mais j'en avais un peu rien à foutre. J'ai essayé, hein, je me suis dit je vais être ouvert d'esprit, je vais essayer de m'attacher aux personnages, bien les apprécier. Franchement ça allait, mais j'en avais quand même rien à faire. Tu vois, j'ai regardé sans rien ressentir, je m'en fichais de tout. Pourtant je voulais, hein, mais je m'en fous un peu des personnages, je m'en fous un peu de leur histoire, je m'en fous un peu de ce qu'ils ont vécu. J'ai pas réussi à être dedans quoi. Et c'est pas une critique que moi je fais de manière vraiment objective à l'œuvre, hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont être dedans, qui vont kiffer, qui vont avoir plein de twists, qui vont adorer. J'ai trouvé ça bien, sans plus. Une série sympa, assez basique, hein, mais vu que j'ai pas réussi à m'attacher aux personnages, à ce qu'ils vivaient, à qui ils étaient, j'ai du mal à recommander la série. Si vous aimez l'univers, si vous aimez ce lore, si vous voulez être vraiment dedans et kiffer, ouais, pourquoi pas. Mais si vous la regardez pas, vous ne ratez pas non plus une pépite. Ça se regarde, c'est divertissant, et puis basta. Mais je peux comprendre que des gens adorent aussi. Pourquoi pas. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes les œuvres dont j'ai parlé aujourd'hui. Avez-vous adoré ou détesté? Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description en encore épinglé afin de vous abonner à Incogni et être en bien plus grande sécurité sur internet et en changeant votre vie en ligne. 60% de réduction sur l'abonnement avec le code REGEL. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour des contenus exclusifs. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.